suis pour le communisme, je suis pour le socialisme et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, vous êtes très nombreux à nous suivre. Déjà, vous nous appelez quand est-ce qu'on va commencer. Nos excuses parce qu'on a commencé avec un léger retard. Comprenez, le transport pose peut-être problème. Déjà, sur ces plateaux, je suis avec l'honorable Mike Moukebaye. Il est député provincial, l'élu de Lingwala. Il est là avec nous. Il est membre de la Mouka. Honorable Mike Moukebaye, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Je ne suis pas membre de la Mouka, je suis conseiller spécial en charge de la communication du coordonnateur de la Mouka, Adolphe Mouzitou. Voilà, merci du coordonnateur. Donc Adolphe Mouzitou, il est de la Mouka, donc en quelque sorte, vous êtes avec lui. Voilà, également de l'autre côté, je suis avec les doyens Norbert Yamba Yamba, un panafricaniste. Il est de l'UDPS, cache, parti au pouvoir. Monsieur Norbert Yamba Yamba, soyez le bienvenu. Merci, merci pour l'invitation. Je salue la présence de l'honorable Moukebaye qui nous a beaucoup manqué. Et donc, voilà, on peut comprendre qu'aujourd'hui, plus que jamais, ça va chauffer à l'Assemblée et que les choses vont être prises avec plus d'efficacité et d'efficience. Merci. J'ai commencé cette émission avec l'honorable Mike Moukebaye. Le sujet d'aujourd'hui, la RDC face à l'état des droits, mais cela ne va pas nous empêcher de décrypter l'actualité, de parler de tout, sauf rien. Honorable Mike Moukebaye, l'actuel pouvoir, est-ce que confirme, commence à jeter les graines de l'état des droits? Je dirais oui et non. Pourquoi oui et pourquoi non? Oui, puisqu'il y a une volonté proclamée. J'ai entendu de la bouche de tel et tel que nous voulons instaurer l'état de droit, mais en pratique, ça n'est pas encore. En pratique, ça n'est pas encore. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'y prend mal, à mon point de vue. Je donne un exemple. Là, il y a une instance qui a été mise en place. Une agence de lutte contre la corruption. Ok. Vous savez que c'est une expérience qui a été tentée dans beaucoup de pays d'Afrique et qui a échoué. Quel est le problème? Là où la corruption gangrène l'État, mine des institutions, c'est généralement dans des pays où les institutions sont faibles et qu'il y a des individus qui ont poussé pour prendre les dessus sur les institutions. En fait, le travail à faire au jour d'aujourd'hui, si vous voulez combattre la corruption, c'est d'abord de rendre la justice indépendante. Vous mettez en place une agence de lutte contre la corruption. Belle idée, belle proclamation. Mais cette agence, in fine, les dossiers qu'elle traitera finiront où? Ces dossiers-là finiront devant le magistrat, devant le juge. Donc, si les juges et le magistrat ne sont pas indépendants, vous ne pouvez pas vous attendre à un changement qualitatif de la société en termes de lutte contre la corruption. Kabila a tenté, je ne dis pas que c'est la même chose. Il y avait un conseiller spécial chargé de la lutte contre la corruption. Mais à un moment donné, Luzolo Bambi, à un moment donné, il s'est dit, mais moi je travaille maintenant pour le magistrat. Parce qu'à chaque fois qu'il mettait le grappin, qu'il mettait la main sur un présumé délinquant, il fallait le transférer à la justice. Et la justice s'arrangeait pour le relaxer.
Donc le grand travail à faire plutôt, c'est de commencer par s'attaquer aux maux qui rongent la justice congolaise. Il faut un message fort de la plus haute autorité de l'État, du pays, pour dire aux magistrats, ne vous soumettez plus aux injonctions des politiques. Je vous garantis que s'il y a des injonctions qui vous sont adressées, que vous n'êtes pas dans la possibilité de s'y opposer, de résister, contactez, et moi, je vous protégerai. Il faut assurer aux magistrats qu'ils auront la protection au niveau le plus haut pour leur permettre de tenir face aux pressions politiques qui reçoivent matin, midi, soir. Ok, merci honorable Mike Moukebaye. Monsieur Norbert Mbayamba, je rappelle que vous êtes au pouvoir, vous êtes de l'UDPS, mais entendre l'honorable Mike Moukebaye, apparemment c'est comme si il y a la continuité. Hein. L'état des droits n'est que des façades. Non, vous restituez fidèlement les propos de Mike Moukebaye. Il a dit que oui ou non. Et il a donné les aspects positifs et les aspects négatifs. Il n'a pas été radical. Voilà, donc c'est très important. C'est que quelque part... Pas de la continuité, parce qu'il n'y a pas continuité. Évoluer. Et donc, nous partons d'un point et nous sommes en train d'aller vers un autre point. Et vous comprenez que lorsqu'on était dans un système et on veut avoir un autre système, il y a des douleurs d'enfantement. C'est très important parce que les hommes et les femmes ont subi les séquelles, les traces et les impacts du système qui a été subi. J'ai entendu l'honorable Mike Moukebaye lorsqu'il dit mais il faut affirmer le leadership des magistrats, etc. Mike doit savoir qu'il existe actuellement une nouvelle discipline qu'on appelle la makimologie, et cette discipline parle des séquelles que nous avons subies, et ces séquelles ont un impact grandissant sur nos comportements. Le président de la République, qui visiblement est l'acteur de l'alternance d'aujourd'hui, peut toujours avoir la volonté volontariste, peut dire aux magistrats de s'assumer, etc. Étant donné qu'ils étaient déjà habitués dans un système où tout a été téléguidé, instrumentalisé, où, vous imaginez, ils ont difficile à comprendre que nous sommes en train véritablement d'évoluer. Et donc, cette indépendance doit se construire au fil de temps. Lorsqu'on commence par un geste, et puis bon, personne n'est tracassé, deuxième, troisième, et ça se cristallise. Donc, l'état de droit dont on parle s'est construit. Ce n'est pas quelque chose qui arrive de manière mathématique ou mécanique. Et donc, c'est la primauté de la loi. Et donc, il y a d'une part ceux qui sont censés véritablement appliquer la loi, et il y a aussi, n'est-ce pas, ceux qui doivent appliquer aussi la loi. Donc, du côté des citoyens comme du côté de ceux qui sont censés faire le monitoring sur cette question, n'est-ce pas, il y a des efforts à faire. Et donc, le déplacement d'un système vers un autre système pose des problèmes parce qu'il y a des problèmes d'attitude, de comportement, d'état d'esprit, des habitudes que nous avons véritablement acquis et qui, aujourd'hui, doivent être dépassés. Mais le dépassement ne se fait pas de manière mécanique ni mathématique. L'honorable Mike Moukebaye a fait allusion naturellement à la corruption qui gangrène pratiquement les institutions de la République. Et hier, il y a une expérience qui a porté sur la mise en place d'un conseiller spécial. C'était un conseiller spécial qui avait fait un travail dont on connaît qu'il y avait des recommandations, mais qui n'ont jamais été d'application. Parce qu'il y rendait compte au président de la République à son temps. Mais ici, l'agence est différente, n'est-ce pas, d'un conseiller spécial. L'agence de la lutte contre la corruption. Bien entendu. Il y a au sommet ce qu'on appelle le comité de pilotage. Dans le comité de pilotage, il y a ce qu'on appelle les structures de dissuasion. Parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'on va lutter avec la corruption. La corruption, il y a des organismes, il y a des institutions qui sont chargées de lutter contre la corruption. Et ces institutions existent, mais il y a une efficacité. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Et le président a conçu un modèle systémique où on a un comité de pilotage
qui réunit naturellement toutes ces structures de dissuasion comme l'inspection générale des finances, la Cour des comptes, vous avez le cours des tribunaux, parce qu'on parle de magistrats, vous avez l'Agence nationale de renseignement, vous avez les contrôles citoyens et la société civile représentée, vous avez aussi c'est pas l'Assemblée nationale comme l'Assemblée, le Sénat, etc. Toutes ces structures qui peuvent faire le monitoring, qui peuvent faire l'implémentation de l'action publique, toutes ces structures se retrouvent et on fait le point, mais il y a un coordonnateur, mais qui dépend directement du président de la République. Et donc, dans le cas où il y a trafic d'influence, l'honorable Mike l'a dit, à ce moment-là, le président interviendra, non seulement pour rassurer ceux qui sont censés les traquer, n'est-ce pas, ces actes, mais également faire appliquer véritablement la loi. Donc, il y a évolution au niveau de la structuration, même au niveau des mentalités, mais il faut que les gens s'assument, parce que le président ne peut pas travailler à leur place. Merci. Honorable Mike Mukeba, entendre M. Norbert Yamba, quand même, il faut être impatient. Le chef de l'État est en train de travailler. On vient d'un système, nous allons vers un autre. Est-ce que pensez-vous que le temps est favorable à ce nouveau pouvoir? Il faut laisser encore le temps. Non, moi je donne très peu de chances de réussite à l'agence de lutte contre la corruption. Il se posera... Là, vous devenez un prophète des malheurs. Non, je ne suis pas un prophète des malheurs. J'essaie d'analyser et de projeter. Il se posera un problème de moyens. Les pays vont entrer dans une grave crise dans les mois qui viennent. La période post-Covid sera très difficile pour nous. Elle l'est déjà pour toute la planète. Et nous sommes des pays à résilience très faible et nous n'avons pas de capacité interne pour tenir face aux crises mondiales. Donc ça sera très dur pour nous. Les États-Unis ont été capables de débourser 2000 milliards de dollars. La France mettra la main à la poche. Le gouvernement français sortira des centaines de milliards d'euros. Nous n'avons pas de l'argent et nous sommes plutôt en situation de déficit au niveau des réserves d'échange. Mais nous avons des matières qu'on peut faire troc, hein? Non, il n'y a pas de troc au jour d'aujourd'hui, mon cher. Nous allons connaître nous allons vivre cette crise de plein fouet. Donc le pays va manquer de moyens. Alors, vous voulez mettre en place une telle agence, vous vous rendez compte de ce que ça va représenter son implantation ici, partout et ailleurs, à travers le territoire national. Ça serait budgétivore? Oui. Mais regardez, il y a déjà une autre structure qui est une structure qui participe au processus de lutte contre la corruption. C'est l'autorité de régulation de marché public. C'est une structure que le président, que Félix a hérité du système Kabila, mais tout de même une structure qui peut apporter beaucoup dans ce secteur-là. Mais son implantation n'est pas encore terminée au niveau national. Nous avons encore des problèmes pour finaliser l'implantation de cette structure à tous les niveaux. C'est à peine qu'elle commence à fonctionner au niveau provincial. Ça demande 2 moyens. Et j'ai eu à parler avec des responsables de cette structure. Les moyens ne lui sont pas alloués, ne sont pas alloués suffisamment à cette structure-là. Alors vous en ajoutez une deuxième, pendant qu'il y a une première qui souffre d'anémie financière. C'est quand même très grave. Et remarquez aussi en même temps, c'est là que j'ai dit, est-ce qu'il y a une vision claire? Il a été dit qu'une fois l'autorité de régulation du marché public mise en place, les BSECO disparaissaient. Les BSECO est aussi une structure pour le contrôle de marché public, la passation de marché public. Mais c'était une structure provisoire qui avait été créée à la demande des bailleurs et qui devait disparaître avec la mise en place de l'autorité de régulation. Je ne comprends pas qu'au jour d'aujourd'hui, les pouvoirs gardent encore cette structure en vie, BSECO. Pour quelle raison? Je n'y comprends pas grand-chose. Alors, je voudrais un peu rencontrer mon aîné pour qui j'ai beaucoup de respect. M. Norbert Yamba, vu son combat. Alors, il a parlé de pesanteur. Il a dit que c'était difficile d'opérer ce changement, puisqu'en fait, nous sommes marqués dans notre être, dans notre âme par les antivaleurs. Je le lui concède, mais j'ai dit, les systèmes politiques tels qu'ils se présentent aujourd'hui, lui aussi est une hypothèque au changement de mentalité. Lui aussi est un handicap. Pourquoi c'est un handicap? Depuis qu'il a en place ce système constitué de 2 têtes, Félix d'un côté, Joseph de l'autre, ce système ne montre pas de cohésion.
Il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas de tête, il y a une seule tête, il y a la cohésion. Tant mieux. Admettons qu'il n'y a qu'une seule tête, c'est Félix. Je te le concède. Okay. Mais il n'y a pas de cohésion, il n'y a pas d'unité d'action, il n'y a pas d'unité politique. Comment peut-on... Qui ne voit pas que tout le jour ici, FCC et Cash passent leur temps à se chamailler, sinon à se bagarrer. Les douleurs d'enfantement, Robert, maladie. On en est à plus d'une année, si je ne m'abuse, de mandat. À plus d'une année. Hein, si les douleurs de l'enfantement peuvent se poursuivre 10 ans après, c'est quand même grave chez une mère. On est à plus d'une année. Un mandat ne comporte que 5 ans. Mais ils passent leur temps à se chamailler. Ce matin, encore aujourd'hui, le palais du peuple était assiégé par des motards à la recherche de l'honorable pour qui j'ai beaucoup de considération et je les soutiens dans un combat. C'est un choix démocratique. Il a décidé d'initier cette démarche. Jean-Jacques Maba? Oui, okay. La démarche de la motion contre Jean-Marc Aboun. Mais le palais du peuple était assiégé aujourd'hui. Assiégé. Complètement assiégé. Et ce qui est très grave au jour d'aujourd'hui, c'est qu'il y avait au moins un minima ou un semblant de cohésion dans chaque camp. Mais il s'est querellé entre FCC et Cash. Mais maintenant, ça s'est lézardé même au niveau de Cash, entre l'UNC et l'UDPS. Alors comment vous voulez que des gens qui ont des problèmes pour porter leurs propres contradictions internes puissent imprimer un changement au Congo? C'est inespéré. C'est inespéré. On ne peut pas l'espérer. On ne peut pas. Ce serait un miracle. Parce qu'il vous faut d'abord, quand vous arrivez au pouvoir, vous-même, avoir une vision claire. Vous déterminez cette vision. Et vous dites, ok, la vision, elle est celle-là. Pour l'accomplir, voilà le programme que nous mettons en œuvre. Mais ici, les uns et les autres, tous membres d'une même coalition, passent leur temps à se quereller. Mais quand est-ce qu'ils vont s'occuper du Congo et des Congolais? C'est ça la grande question. C'est pourquoi je l'ai dit depuis le début, que ma crainte était celle-ci. Et apparemment, c'est comme si j'étais un prophète, qu'on m'excuse. Ce n'est pas que je me jette des fleurs à moi-même. J'avais dit depuis le début, ils passeront le temps à se quereller et le grand perdant sera le Congo. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà, merci Monsieur Norbert Yamba. Les Congolais ont besoin des résultats, mais apparemment, vous êtes encore des tâtonnés sur des réalisations du moment que nous avons besoin des résultats. Les douleurs d'enfantement ne peuvent pas prendre quand même 10 ans, vous n'avez que 5 ans de mandat. Tout à fait, il faut déplorer ça. Parce que lorsqu'on est ensemble, et c'était dans la vision du chef de l'État qui estimait qu'en étant ensemble, on aurait une boussole et tout le monde s'engagerait à poser des actes pour que notre peuple trouve son compte. C'était la vision principale, n'est-ce pas, de cette coalition. Mais je venais de vous dire tout à l'heure que lorsque les gens étaient habitués à travailler dans un système, ce système pousse à des manquetas. On appelle ça des manquetum. Ça veut dire des séquelles, des impacts. Les gens ont difficile à lâcher les réflexes qu'ils ont acquis dans les systèmes qui a été le leur, etc. Et lorsque il y a une délocalisation de ce système vers un autre, les gens ressentent des difficultés de pouvoir lâcher et estiment que ce système qui vient remettre en question leurs attitudes, leurs comportements, vient donc détruire leurs intérêts où ils étaient déjà habitués à pouvoir, n'est-ce pas, en profiter. Voilà. Et donc ça crée, et je continue à insister, ça crée des douleurs d'enfantement jusqu'à un moment donné, ça va se cristalliser parce qu'on ne resterait pas. Et ce qui fait que les résultats puissent traîner. Je l'excuse beaucoup. Donc le Congolais... Mais entre-temps, on ne croise pas les bras. On ne croise pas les bras. Vous avez posé la question, Honorable Mike vous l'a dit, hein, il était tout petit peu inquiet autour de la mise en œuvre de l'agence, compte tenu des moyens qui seront naturellement insuffisants à cause de cette crise pandémique, etc. Alors pourquoi crier ça va de soi. Pendant que ces agences ne seront pas implantées partout? Est-ce que c'était une mauvaise idée? Attention, je travaille depuis plusieurs années avec la Banque mondiale dans les cadres de monitoring de l'action des affaires publiques. Et on a connu une province tout proche de nous ici, Bandundu. Je me soucie beaucoup parce que ce sont des choses qui ne peuvent pas se dire en public, mais quand même une province qui produisait 30 millions de francs congolais le mois. Une grande province avec autant de sociétés forestières, etc.
Dans le cadre de notre accompagnement au niveau de la province, nous avons mis en place un système de numérisation, de digitalisation des sites et de mobilisation des recettes. Et puis finalement, un mois après, on est allé de 30 millions à 400 millions. Deuxième mois, on est allé à 700 millions jusqu'à atteindre 1 milliard. Parce que la dynamique n'était pas appropriée par la province, etc., les gens ont estimé qu'on était en train de leur bousiller l'argent. Qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, il faut saboter les machines. Et quand on a saboté les machines, on est revenu à la case de départ. C'est que très clairement, les moyens sont là. Vous avez entendu quand M. Lubambi, lorsqu'il dit il y a 15 milliards volatilisés. Effectivement, 15 milliards. Mais j'ai participé à Accra à une grande rencontre, un panel de chercheurs et qui ont fait une démonstration pour dire que le Congo-Kinshasa, en tout cas, si on arrête la corruption à proportion de 30%, on peut aller à un budget l'année suivante, 55 milliards. Quelque part, la mise en place de l'agence, voyez, va produire des ressources. C'est très important. Ça va produire des ressources. Et le Congo est organisé dans une architecture institutionnelle à 3 niveaux. Au niveau national, nous avons cette agence avec une équipe qui va matraquer naturellement, va traquer les vautours. Au niveau provincial, la même chose. Au niveau local, la même chose. Et donc, ces agences-là seront même financées par leur propre mobilisation des ressources. Deuxième chose, lorsqu'on dit, et il a raison de parler de l'ARMP, l'autorité de régulation des marchés publics, cette autorité existe. Attention. La mise en œuvre de réformes institutionnelles de la République pose la problématique de la volonté volontariste des gens qui sont au pouvoir. Alors, ce que nous appelons la volonté politique. Si à un moment donné, cette agence, cette autorité de régulation existe, c'est que très clairement, ceux qui avaient la responsabilité de la rendre opérationnelle ne l'ont pas fait. Et donc, même au niveau national, on ne ressent pas naturellement. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez la loi sur la passation de marché, chaque service doit avoir une cellule de passation de marché. Mais c'est très inopérationnel. La plupart des cas, ce sont des cas d'exception. La passation gré à gré. Et ça, ce n'est pas le problème d'argent, ce n'est pas le problème des moyens, mais c'est le problème de la volonté et de structure, de suivi et de régulation. Il me semble qu'à ce niveau-là, ça pose problème. Et donc, le président de la République estime que toutes ces structures-là, qui ont mission de faire l'implémentation des affaires publiques, doivent être rendues opérationnelles. Et il met en place des structures dans une approche systémique, comme la cellule de passation de marché. Il dit, au même moment que nous luttons contre la corruption, on va traquer les corrupteurs et les corrompus. Il faut mettre en place une cellule de changement de mentalité, ne serait-ce que comme pour faire la déprogrammation mentale, etc. Et donc, cela est possible. La cohésion dont il parle est fondamentale. Est fondamentale. Mais malheureusement, beaucoup de gens n'ont pas le cœur dans l'ouvrage. Mais là, le président de la République est en train de tout faire. Parce que le problème n'est pas là. Les gens ont acquis des attitudes, ont acquis des comportements, il faut donc les transformer. Et c'est ça le leader. Le leader ne se plaît pas du fait que les gens n'ont pas changé. Le leader doit utiliser toutes ses capacités de persuasion pour transformer les gens. Et c'est la responsabilité du président de la République. Et il n'a pas croisé les bras. On se bat jour le jour pour faire comprendre qu'ils sont Congolais et qu'ils doivent participer naturellement à la Honorable Mike Moukeba, Joseph Kabila avait dit il n'a pas pu transformer l'homme congolais. Alors Yamba Yamba dit, Tshisekedi c'est un leader, il peut le faire. Alors, avant qu'on puisse lutter sur, la lutte contre la corruption, l'état des droits doit quand même prendre des béquilles. L'état des droits doit quand même être installé. Du moment que Yuma, on les cite dans l'affaire des 200 millions, et Chadar, il dit, si vous touchez Yuma, ils vont paralyser les institutions. C'est des poids, des mesures. Le jour où j'ai entendu Joseph Kabila dire qu'il n'avait pas réussi à transformer l'homme politique congolais, j'ai eu très mal, j'ai dit, pourquoi l'a-t-il dit? Même s'il avait vécu, qu'il avait ressenti, il ne pouvait pas le dire. Il a côtoyé tout le monde, il a travaillé avec tout le monde. Parce que quand tu dis que tu n'as pas réussi à transformer l'homme, c'est que c'est un aveu d'échec, échec total. Parce qu'en fait, au cœur du développement, les capitales, c'est le capital humain. C'est avant tout l'homme. Vous pouvez bâtir un gratte-ciel ici, à 150 niveaux. Si l'homme ne sait pas à quoi il sert, cet gratte-ciel ne vaut rien.
ces gratte-ciel. Et c'est d'ailleurs ça, notre premier problème. C'est que nous ne comprenons pas que le développement, au jour d'aujourd'hui, c'est avant tout ce qu'on met là-dedans, aux enfants et aux jeunes. Donc, capital humain. Il y a eu un premier ministre de ce pays qui s'est rendu en Corée du Sud, qui a dit aux autorités coréennes, venez chez nous, nous avons de l'or, du diamant, ainsi de suite, et nous allons travailler ensemble pour que vous nous aidiez à nous développer. Les Coréens lui ont dit, nous avons envoyé nos enfants, nous, notre modèle de développement est celui-ci, nous avons envoyé nos enfants dans toutes les grandes universités du monde, ils sont revenus, ils ont fait mieux que les universités où ils ont été. C'est ce qui nous manque. Il faut que nous comprenions que c'est avant tout l'homme et que c'est dans l'homme qu'il faut investir. Mais c'est ce qu'il a pensé déjà avec la gratuité de l'enseignement. Donc, la gratuité de l'enseignement, elle a commencé, elle bégaye. Et ce n'est pas évident qu'elle se poursuivra. Avec les difficultés que nous avons en perspective. Pourquoi j'ai dit qu'elle bégaye? Je ne vais pas aller chercher ailleurs. Moi, j'ai payé pour ma nièce que j'héberge, dont je suis le tuteur, j'ai payé à l'Institut d'Isanga. Ce n'est pas une école privée. J'ai payé. J'ai dit qu'elle bégaye. Et qu'en même temps, cette gratuité est en train de se faire au détriment de la qualité. Il y a quelque chose à revoir là. Les classes sont surabondées, les enseignants dépassés, ils sont devant des auditoires de 150 élèves pour une classe. C'est quand même très très grave. Même les plus longs voyages du monde commencent toujours par un pas. Oui, mais il faut commencer par un pas, mais il faut bien poser ces pas-là. Parce que quand vous les posez mal, tout est foutu pour l'avenir. C'est fondamental ces premiers pas-là. Alors, je voudrais rencontrer un peu mon aîné Norbert Yamba. Il a parlé des 15 milliards à l'époque évoqué par le Zolo, que ce serait le manque à gagner que le pays connaît chaque année. Je crois qu'il y a beaucoup trop de spéculations autour de ces chiffres, mais nous ne sommes pas encore mis d'accord sur ce que le pays perd chaque année. 15 milliards, c'est quand même un peu trop, c'est qu'a avancé le Zolo par rapport à notre produit intérieur brut. Je ne pense pas qu'on perdrait autant d'argent. Je crois que c'est un peu exagéré. Moi, j'ai les chiffres d'un ancien Premier ministre. Je ne dis pas que lui non plus a raison. Mais j'ai posé la question à un ancien Premier ministre. J'ai dit combien le pays perd chaque année. Vous parlez d'Adolphe Mouzitou? Bon, je ne sais pas. Ça, c'est vous qui les citez. Ok. Lui m'a dit que le pays perdait entre 1 et 2 milliards. C'est déjà beaucoup, c'est très grave. En fait, 1 et 2 milliards, si vous prenez la moyenne, c'est 1,5 milliard. Donc, les 5 ans d'un mandat, ça vous fait 7,5 milliards. Donc, si le pays était bien géré, nous ne serions pas partis chercher les 6 milliards chinois. Parce que nous pouvons nous-mêmes, si nous nous mettons à freiner l'hémorragie, épargner 7,5 milliards. Mais il faudrait bien qu'il y ait un jour un pouvoir qui puisse organiser une sorte d'audit à l'échelle nationale pour que nous sachions enfin qu'est-ce que nous perdons. Mais Félix, il dit il ne veut pas fouiner dans les passés. Non, il ne s'agit pas d'aller demander des comptes. Mais je ne dis pas qu'il ne faut pas en demander. Parce qu'on parle de l'audit national. Non. Vous risquez de réveiller. Non. Ce n'est pas forcément pour tirer des conséquences sur le plan judiciaire. Pour qu'on sache enfin en réalité qu'est-ce que nous perdons. C'est quand même gros. Je serais tenté peut-être d'accepter les chiffres de 15 milliards. Mais quand je vois un peu la rationalité en rapport avec les produits intérieurs bruts, je recule un peu. Mais j'ai dit, je suis d'accord avec mon aîné quand il me parle de l'expérience dans le Bandounou. Mais il faut faire très attention. Vous créez une agence, vous croyez qu'elle va produire, qu'elle va créer, qu'elle va augmenter les richesses, qu'elle va faire reculer la corruption et que ça va nous apporter plus de ressources. Faites attention que cette agence-là ne finisse pas elle-même par se manger la queue. Puisque si elle n'a pas de moyens humains et technologiques au départ, elle n'atteindra pas ce résultat. Mais le chef de l'État est entouré des experts. Non, j'ai dit, je parle de l'agence. Si elle n'a pas de moyens, si des moyens ne sont pas mis à sa disposition, au départ, ce n'est pas évident qu'elle produise des résultats. Alors, si nous nous rendons compte au départ que les moyens ne sont pas suffisants, pourquoi ne pas renforcer les structures qui sont là? J'ai parlé de l'autorité de régulation du marché public, j'ai parlé de la justice elle-même. Pourquoi ne pas travailler à renforcer ces structures-là? Et c'est là, je suis ravi d'avoir
en face de moi un représentant du pouvoir. Mais une question aussi simple, par exemple, que de dire fini avec les BCECO. Il a parlé de la volonté ici. Une volonté qui accompagne une vision bien claire. Mais si vous avez une vision en termes de lutte contre la corruption, mais comment vous pouvez travailler avec un doublon de structures? Ça fait doublon autorité de régulation des marchés publics et BCECO. Les deux structures ont quasiment la même mission. Ça, c'est juste une décision. Mais je ne l'ai pas vu venir. C'est pourquoi j'ai doute fort qu'il y ait une quelconque vision dans leur camp. Je me pose la question. Donc le pouvoir en place n'a pas une vision. Non mais attendez, attendez, je reviens là-dessus. Aidez-nous, hein. Attendez, comment on peut laisser fonctionner des structures qui ont quasiment la même mission? Autorité de régulation du marché public et BCECO. Dans un surcharge. Ben, écoutez, déjà que c'est pas sérieux, vous ne pouvez pas avoir dans un système, vous avez deux leviers dans ce système-là qui ont la même tâche. Ça fait double emploi. Et c'est là que j'ai dit, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de vision. Plutôt que de commencer par créer l'agence. Mais on aurait dû d'abord supprimer, abolir. La première. Dissoudre les BCECO. Les dissoudre. Puisqu'il n'a pas droit de citer sur le plan légal. Il a perdu le sens de son existence depuis la mise en place de la AMP. Et quand nous parlons de cette question, je suis navré que l'UDPS arrive au pouvoir et qu'elle fasse comme d'autres, tout de suite partage dans les entreprises. L'UDPS n'a pas prêché par l'exemple. Les entreprises sont engagées dans un processus de privatisation. Mais il n'y a pas la rupture, selon vous. Ces entreprises publiques sont engagées dans un processus de privatisation. Ce processus est presque à terme. Ce qui reste là, c'est à déterminer le patrimoine dans chaque entreprise pour savoir quelle est la part de l'État, qu'est-ce qui revient à l'entreprise. OK? Et quand on aura terminé, on aura accompli ces pas-là, ce sera à l'État de se décider si l'État se désengage. Pour qu'on ouvre le capital de ces entreprises-là au privé. Alors, quand vous décidez maintenant là de placer à la tête de ces entreprises des mandataires politiques, c'est pour freiner le processus ou le faire avancer. Il n'y a pas eu des exemples à proprement parler en matière de bonne gouvernance. L'UDPS aurait dû comprendre et tirer les leçons. Que vous arrivez là, vous placez des technocrates et vous laissez ces entreprises aller vers l'aboutissement de ce processus de privatisation. Parce que ces entreprises-là sont de grandes sources de revenus si demain elles sont renflouées. Parce que la plupart de ces entreprises souffrent de quoi? Elles sont décapitalisées. Vous pouvez amener les bons mandataires ou les mauvais mandataires, mais le plus grand problème de ces entreprises, c'est qu'on s'est décapitalisé. Elles ont besoin d'argent. L'ONATRA, par exemple, je suis étonné et j'ai l'impression que le pouvoir actuel est en train de tomber dans ces pièges-là. De saupoudrage. On va réparer un bateau ici et faire de la publicité. Une entreprise comme l'ONATRA, elle est actuellement appelée, je ne sais pas, SCPT, elle est en faillite. Les charges sont énormes et les recettes de l'entreprise ne permettent plus de faire face à ça. Mais il a fait quelque chose. Nous avons ITB Kokolo, il a quand même fait quelque chose. Non, mais c'est là que je suis en train de fustiger. Il ne faut pas tomber dans cette façon de faire où la propagande passe avant le résultat. Une entreprise comme la SCPT est en faillite. Il faut favoriser sa privatisation pour avoir les moyens de la récapitaliser. L'État aurait des moyens comme ailleurs, l'État en aurait mis dans ces entreprises-là. 500 millions, 1 milliard de dollars pour récapitaliser ces entreprises. Mais elle n'en a pas. Alors, il faut aller vers le privé. Pour aller vers le privé, n'arrêtez pas le processus de privatisation. C'est dommage que je constate que l'UDPS au pouvoir, c'est le partage du gâteau comme nous l'avons vécu par le passé. Okay. On prend tel, on le place à la tête d'une entreprise, alors que là, nous avons besoin d'un technicien pour pousser à l'aboutissement du processus. Monsieur Norbert Yamba, vous êtes cadre de l'UDPS, parti au pouvoir, avec Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, 38 ans dans l'opposition, vous arrivez au sommet de l'État, votre vision ne se fait pas sentir, vous êtes englouti par la vision du FCC, alors vous tâtonnez au sommet de l'État, vous multipliez les agences qui font le même travail. Qu'est-ce
que vous avez comme vision? Donc le peuple congolais n'est pas... Nous avons une vision. Aidez-nous à comprendre cette vision alors. Nous avons une vision qui consiste à construire l'autonomie et le leadership du Congo en mettant en place un paradigme à rentabilité interne. Ça, c'est notre vision. Et pour cela, il faut un système éducatif. Vous avez parlé de la gratuité. Mais il faut également organiser les enseignements qui relèvent de la technologie pour transformer les potentialités qui sont les nôtres. Il faut également construire la bonne gouvernance. Et pour construire la bonne gouvernance, il faut requinquer toutes les structures de dissuasion et construire la sécurité. Et cette interaction entre ces différentes structures vont permettre à ce qu'on puisse avancer. Ça, c'est la vision. Ça, c'est la vision. Elle est là, elle est disponible. À la question de dire, est-ce que ça marche? Oui, on y va, progressivement. Je vous ai dit, et l'honorable a constaté effectivement que la coalition, il y a des gens qui ont les cœurs dans l'ouvrage, il y a des gens qui n'en ont pas. Et au même moment qu'on avance, de manière progressive, évolutive, graduelle, il faut donc s'occuper des gens qui ne s'adaptent pas, qui ne s'accommodent pas. Et on a donc, dans un front holistique, un peu systémique, où on pose des actes pour avancer, mais on a aussi des hommes qui ne sont pas accommodés par rapport à la dynamique qu'il faut véritablement récupérer. Et ça, c'est le travail que le président est en train véritablement de faire. Je voudrais également dire que lorsque on a parlé de la corruption, de l'agence, etc., on a eu l'impression que c'est le président qui doit pouvoir faire ce travail. Ah non. La vision qui est la nôtre, c'est une vision de répartition des rôles. Vous savez, chaque institution qui se crée répond à un besoin, répond à un problème. Et on a trouvé que les cours et tribunaux, quel est le rôle du procureur? Mais c'est de suivre, de poursuivre les infractions. Mais Shadak vous a menacé l'état de droit, donc l'état de droit bégaye. Les autres, certains dossiers marchent avec l'accélérateur. Nous sommes en train de mettre un état de droit. Et d'autres dossiers... Nous sommes en train de mettre un état de droit. Souffrez que dans un état de droit, il y a la primauté de la loi. Et la loi détermine les attributions de chaque institution. Et chaque institution doit jouer sa partition. Si le président de la République commence à arrêter les gens, comme le faisaient beaucoup d'autres de ses prédécesseurs, etc., on va dire quoi? L'IDPS qui a parlé de démocratie commence à faire... Non, mais écoutez-moi, il faut évoluer. Et donc, le président est en train à la fois de vouloir construire un état de droit, de faire respecter la loi et de commencer par lui-même par rapport à ce respect. C'est comme ça que chaque institution doit jouer sa partition. Lorsqu'on est cour et tribunaux, vous savez votre rôle. Lorsque vous êtes cour de compte, vous savez votre rôle. Lorsque vous êtes inspection générale des finances, vous êtes société civile, au lieu d'aller faire des déclarations pour soutenir telle ou telle personne, écoutez, il faut plutôt s'occuper de votre objet social. Mais à la question de dire qu'on fait des doublons des institutions, non. Le BCECO n'a pas la même mission que l'autorité de régulation des marchés publics. L'autorité de régulation des marchés publics, son rôle, c'est de réguler les marchés publics. Il y a des cellules de marchés publics dans les différents secteurs de la vie nationale, et qu'à ce niveau, il y a des marchés publics qui se font, soit par degré à gré, soit par adjudication. Et donc, il y a une autorité qui régule à l'échelle nationale. Et cela doit se répercuter à différents niveaux d'atterrissage. BCECO, c'est un bureau de coordination, d'exécution des projets de développement communautaire. Et ce bureau a été mis en place lorsqu'il y avait des crises entre les institutions internationales et le gouvernement congolais. On voulait voir et orienter les différents projets autour de BCECO. Est-ce que c'est nécessaire aujourd'hui qu'on puisse avoir BCECO et d'autres institutions? Moi, j'ai dit non, il n'y a pas incompatibilité. Mais le problème, c'est qu'il faut donner le temps au temps pour voir effectivement, voir la performance de BCECO. Ce n'est pas l'autorité de régulation de marché public qui va aller construire une école. Or, BCECO a la responsabilité d'exécuter des projets de développement communautaire. Et donc, l'autorité de régulation de marché public ne peut pas aller construire un centre de santé. Rien du tout. Donc, il faut vraiment que... Et puis, je termine. 30 secondes. Contrôlez le minute parce que vous le faites de manière superficielle. Et donc, quand on parle que... la gratuité
bégaye et que, bon, il n'y a pas de l'argent. L'honorable a cité même l'ancien Premier ministre qui dit qu'il faut prendre les montants de l'Uzolo avec réserve, etc. Et lui pense que c'est 1 à 2 milliards. Vous savez, honorable, je vous connais, hein, très exigeant. Les premiers ministres que nous avons connus ne sont pas ambitieux. J'ai suivi plusieurs de leurs déclarations et communications. Chaque fois quand on dit non, la population va augmenter. Mais lorsqu'on lui pose la question, on fait comment? Il met en place des recettes déjà appliquées qui ne peuvent vraiment pas donner des solutions. Est-ce que vous savez, et moi, honorable, je vous informe, j'étais coordonnateur d'un programme de la coopération américaine. Et nous avons fait une étude sur l'ensemble de la République. Il s'est révélé que les recettes de l'État sont volatilisées en proportion de 75%. C'est-à-dire l'argent que devrait encaisser l'État sont détournés en proportion de 75%. Et donc, les 25% qui entrent, les autorités, c'est le partage. Il n'y a que 5% qui sert à quelque chose. C'est très important. J'ai incité le panel de chercheurs qui, en réalité, disent que si l'on arrête, ne serait-ce qu'à 30%, on peut avoir de l'argent. Moi, je pense que dire que on est moins de 15 milliards, c'est pas possible. Parce qu'à l'époque de l'ancien Premier ministre aussi, c'est lui qui venait de déposer avant que Sami Badi Banga arrive. Vous parlez de il a parlé de la bancarisation. Okay. La bancarisation. Et il a dit, si on bancarise les recettes de l'État, à la première année, on peut avoir 20 milliards de dollars. Et la bancarisation n'a jamais réussi, n'a jamais terminé. Merci, monsieur Nous ne pouvons pas nous inquiéter par rapport à ça. Et nous allons arriver parce qu'il y a un grand programme de 68 projets de digitalisation, de numérisation de différents sites de la République. Voilà, merci, monsieur Norbert Mbayamba. Nous chutons déjà avec ces derniers points. Honorable Mike Moukébaye, parlons de procès 100 jours parce que nous parlons de l'état des droits, lutte contre la corruption, détournement. Procès 100 jours, apparemment de marché gré à gré. Il y a trop de flou dans ces dossiers. Votre analyse, est-ce que pensez-vous que ce procès 100 jours a favorisé encore la corruption? Bon, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est la loi. Celle qui crée l'autorité de régulation de marché public qui prévoit la dissolution du BCECO. C'est pas moi. C'est cette loi-là qui prévoit la disparition, la dissolution du BCECO. C'est pas moi. Par ailleurs, les missions de deux institutions sont assez proches, je l'ai dit ici. Le BCECO a été créé à l'époque, puisque le bailleur disait, nous ne savons pas comment confier de l'argent, comment travailler ici. Il n'y avait pas de structure de passation de marché, et c'est pourquoi le BCECO a été créé. Aujourd'hui, il n'y a plus d'intérêt. Les autres missions, quant à l'exécution de ceci ou de cela, ça peut se faire à travers le projet que ces bailleurs amènent au niveau ou officiel avec le public ou privé avec les ONG. C'est la loi qui le dit, c'est vraiment clair. Il n'y a même pas à polémiquer là-dessus. Sinon, il faut réformer. Il n'y a pas il faut réformer la loi. Même attribution. Je n'ai pas dit que j'ai donné raison. Je voudrais rester rationnel. J'ai dit, il y a des chiffres qui sont avancés. Ici, tel dit 15 milliards, là-bas dit tel 40 milliards. J'ai posé la question après ministre qui a parlé de 1 à 2 milliards. J'ai dit, il faut qu'un jour que nous nous fixions autour de cette question. Voilà. Qu'il y ait une étude qui nous dise, voilà ce que nous perdons. Mais je ne rejette pas les 15 milliards. J'ai dit, mais il y a trop de spéculation là-dessus. Je serais peut-être tenté de suivre mon aîné Yamba, être d'accord avec lui pour dire, quand il parle de 75%, je vais donner un exemple qui va dans ce sens-là. Okay. Les chiffres de la ville de Kinshasa, par exemple, en termes de vignettes 2018, sur les 400 000 véhicules enregistrés en Kinshasa en 2018, il n'y avait que 30 000 qui payaient la vignette. Sur les 400 000, donc on n'atteignait même pas les 10%. 30 000 simplement. C'est très. Sur les 400 000. C'est 400 000 enregistrés en 2018. Mais ça, c'est grave, ça. Oui. Total vignette, fin d'année, il n'y avait que 30 000 véhicules. Est-on conscient de ces chiffres pour essayer d'améliorer? L'année dernière, nous n'avons pas dépassé les 3 millions de dollars de recettes. J'étais pas sur place, j'étais en prison. Je n'ai pas encore eu le temps de fouiller assez pour comprendre si un effort a été fait. Mais c'est modique la somme de 3 millions recettes vignettes pour l'ensemble de la ville. C'est vraiment très très modique. Mais j'ai dit, je suis heureux de l'entendre parler de la digitalisation, de la numérisation. Mais ça va avec un support. Il y a un support qui ne suit pas.
C'est pourquoi j'ai doute fort sur la vision. Vous n'allez pas parler de digitalisation, de numérisation dans un pays où les Congolais manquent de l'électricité et de l'eau. Mais il faut oser. Hein. Il faut qu'il y ait au jour d'aujourd'hui des promesses claires, des engagements pour dire que dans les 2 années à venir, nous sommes en mesure de faire passer la desserte en électricité à tel taux. Je ne l'ai pas entendu. Si je l'ai entendu, c'était sans ambition et au jour d'aujourd'hui, rien n'est réalisé. Vous allez digitaliser dans l'arrière-pays. Vous le ferez comment? L'accès n'y est pas possible. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Des enfants étudient à même les sols. Je crois qu'avant de viser tout cela, il y a un minimum d'infrastructures. Voilà pourquoi les chefs de l'État avaient pensé de mettre un programme en place de 100 jours. Donc, je vais répondre sur le programme de 100 jours. Je l'ai dit depuis le début. Il vous reste 1 minute. Je l'ai dit depuis le début, j'ai reçu des flèches dans tous les sens. Il n'existe pas un programme d'un président élu de 100 jours. Il faut comprendre ce que c'est le 100 jours. C'est une tradition démocratique dans le pays prospère. Les 100 jours, c'est que vous arrivez au pouvoir, vous pouvez agir dans certains secteurs qui ne demandent quelle impulsion. Secteur de la justice, secteur financier, vous pouvez agir ici pour stabiliser la monnaie et dans les 100 jours, vous présentez ces résultats-là. Mais vous ne mettez pas en place un programme dit des 100 jours. Parce que quand Félix arrive, il trouve un programme. Il y a un gouvernement qui a un budget qui a été adopté au Parlement. Et ce gouvernement est en train d'exécuter ces budgets-là. Et vous arrivez, vous dites programme de 100 jours. Vous allez trouver de l'argent où pour financer ce programme. Vous dites programme de 100 jours, vous lancez dans la construction de grands ouvrages. Soit de moutons, c'est pas très grand, mais disons quand même grands ouvrages. Mais vous savez que le gros pilier en béton, là, des sauts de moutons, qui s'enfonce 20 mètres dans le sol, il faut déjà 45 jours pour que ça se solidifie. Et vous n'avez que 100 jours dans ces programmes-là. Heureusement, au jour d'aujourd'hui, moi je suis heureux, j'ai entendu Kamere dire ce que nous avons fait était inédit, nous ne devions pas le faire. Nous avions trouvé un gouvernement et nous sommes appropriés, nous avons créé et nous sommes appropriés un programme appelé 100 jours, nous ne devions pas le faire. Parce que quand vous arrivez, le chef de l'État est élu sur base d'une vision. 5 ans, mais quand vous arrivez, tout ça est 5 ans, et séquencé 12 mois, 12 mois. La mise en œuvre, c'est chaque 12 mois. Vous avez un programme. Il fallait attendre. Et laisser le gouvernement Tshibala gérer les affaires courantes. Conséquence, puisqu'on n'a pas attendu, et ça on le dit pas assez aux Congolais, le programme de 100 jours a créé un déficit de 520 millions de dollars fin 2019. Et a favorisé la corruption et les détournements. Je m'arrête d'abord là, je ne parle pas de la corruption. 520 millions de déficit budgétaire. Bruno Tshibala avait fait mieux. Il avait terminé l'année 2018 avec un déficit de 2225 millions de dollars. Et c'est ce déficit-là qui entraîne au jour d'aujourd'hui la dépréciation du franc congolais. Et on cherche à tout lier au Covid. Ce n'est pas le Covid. La dépréciation ici a commencé avant le Covid. Hein? Et c'est ce qui est très grave. Merci. Merci honorable. Je vous donne 1 minute comme mot de la fin. Monsieur Norbert Yamba, parlons de ces programmes de 100 jours. Non, apparemment, moi j'ai pris plus de temps que lui, j'ai lu 7 30 secondes. Voilà, merci. Hein, j'ai lu 7 30 secondes. Merci. Hein, 30 secondes. Voilà, monsieur Norbert Yamba, l'état des droits, le programme de 100 jours suscite beaucoup de problèmes. Alors, c'était un programme précipité, malgré que vous parlez d'un programme d'urgence. Aujourd'hui, ça vous a créé des problèmes, ce programme. Non, ça ne nous a pas créé de problèmes, mais ça nous a permis, n'est-ce pas, d'avoir une expérience. Ça nous a permis d'identifier les comportements des uns des autres. Ça nous a permis de tirer la leçon sur la vitesse d'exécution de ce que peut représenter, n'est-ce pas, les actions dans un pays en difficulté où les hommes et les femmes n'ont pas la conscience de poser des actes qui sont dans le sens de faire avancer les choses. Je voudrais tranquilliser sincèrement Mike, qui pose un problème sérieux, parce que vous ne pouvez pas industrialiser un pays si vous n'avez pas d'électricité, ça c'est évident. Mais à ce niveau-là, moi j'ai dit, le président de la République a fait beaucoup d'efforts
les différents voyages dont on reproche aujourd'hui ont été dans le sens de pouvoir drainer des moyens pour améliorer, n'est-ce pas, l'électricité. Et vous savez que nous sommes dans un programme avec la BAD, la Banque africaine de développement, aujourd'hui, dans le sens de pouvoir mettre en œuvre, n'est-ce pas, INGA 3. Deuxième chose, je venais de l'intérieur, j'étais en province, il y a la coordination chargée des appuis, des projets d'urgence, hein, qui est animé par un coordonnateur qui est rattaché à la présidente de la République, au rang de conseiller spécial, etc., qui, avec la collaboration, le partenariat avec la BAD, est allé dans les 24, les 26 provinces pour identifier les filières qui sont génératrices de ressources et qui sont capables d'être priorisées et chercher même, n'est-ce pas, des sources d'énergie pour véritablement les booster. Et on a identifié tous les grands projets, toutes les grandes entreprises à travers le pays qui ont été opérationnelles, qui ne fonctionnent peut-être pas aujourd'hui, qui doivent être priorisées et aider à ce qu'on crée, n'est-ce pas, une sorte d'émergence économique dans tous ces endroits-là. Donc, autre chose, honorable, je voudrais vous informer que la digitalisation et la numérisation dont on parle, ce n'est pas avoir l'électricité. Nous avons 1450 entités territoriales décentralisées. On ne va pas électrifier toutes ces entités au même moment. Mais il y a une technique. Il y a une technique de digitalisation avec une piste qu'on appelle DAIN. Et DAIN, ça fonctionne 24 sur 24 avec l'énergie solaire. Et donc avec DAIN, on a la capacité de pouvoir construire la traçabilité de toutes les recettes qui entrent chaque jour, dans n'importe quel endroit, construire la traçabilité de toutes les personnes qui sont en migration, qui entrent dans nos frontières, et donc, sans avoir véritablement une source où il y a un générateur qui donne de l'électricité, mais seulement cette piste-là fait fonctionner naturellement les appareils, et ça existe. Je voudrais terminer avec... 5 secondes chité, parce que l'honorable va terminer l'émission, on a dépassé les minutes. Honorable C, d'ailleurs, il a nuancé dans sa manière de dire les choses, que c'est un programme d'urgence, c'est un programme intérimaire. Nous avions un gouvernement qui avait déjà démonté des limites en son temps, qui était déjà démissionnaire, qui, curieusement, est approuvé par l'honorable, mais bon, qui ne pouvait pas, c'est pas poser des actions, c'est que nous appelons des actions stratégiques. Et on a dit, dans les 100 jours, est-ce que nous ne pouvons pas faire des choses intéressantes? Merci. Et là, on s'est approprié de ce qui a été prévu dans le programme gouvernemental de 2019, et on a allé dans cette voie d'urgence. Merci, monsieur Norbert. Merci, monsieur Norbert. Qu'on organise une émission prochainement pour qu'on fasse le bilan de ça. Merci, on va demander à l'honorable si sera disponible. Mais l'honorable, je vous donne le mot de la fin. Attendez, s'il vous plaît. Je vous donne le mot de la fin. Vous êtes quand même l'élu de Lingala, député de Kinshasa, l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au sein de votre assemblée, il y a trop de chichotements. Ok, rapidement. Un mot aussi par rapport à la... Non, je n'ai pas donné mon cutus au gouvernement Tchibala. J'ai constaté que lui a réalisé des résultats, 125, déficit. Je déplore, mais je remarque que fin 2019, il ne faut pas se fier aux moyennes statistiques. Le déficit a été multiplié par 3 ou 4. Il ne faut pas se fier. Voilà, c'est ça que je constate. Et puis, je voulais dire une chose. Il ne faut pas qu'on travaille de cette façon-là. Ce n'est pas les voyages du président qui amènent les investisseurs au pays. C'est les conditions que vous créez. Il faut créer les conditions à l'interne. L'homme d'affaires est une abeille. Il va vers le pollen, il va vers le sucre. Créez les conditions, le président n'aura pas besoin de voyager. Créons les conditions ensemble. Ils viendront, les hommes d'affaires, ils vont investir. Ils vont mettre de l'argent ici. Ne perdons pas de l'argent à laisser le président public voyager tout le temps. Créer les conditions. Sur le plan politique, sur le plan des affaires, sur le plan juridique et sur le reste. Bon, il y a un problème. Et puis, rapidement, j'ai dit, vous avez exagéré les chiffres dans ce que vous avez trouvé. Quand vous dites que vous avez plutôt, vous n'avez fait qu'exécuter. Par exemple, le programme, le projet des maisons préfabriquées, c'était à 26 millions sous Tchibalabala. Le programme a été passé à 54 millions, c'est ça le problème. 54 millions 700 000. Ça, c'est les chiffres. Moi, de la part, par rapport à l'Assemblée provinciale, on chite. Assemblée provinciale de Kinshasa, il y a eu un crédit obtenu de la Freeland First Bank, 531 548 dollars, et qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des sérieux doutes
sur l'affectation de ces fonds. Est-ce que ces fonds ont réellement servi? Est-ce que ce crédit a été pris en respectant la norme? Est-ce que le marché a été attribué dans la norme? Ce n'est pas le cas. J'ai eu à le dénoncer, preuve à l'appui. Et voilà, en réponse, 4 membres du bureau sur 5 portent plainte contre moi et je dois comparaître lundi devant le bureau. Le bureau a décidé de lever mes immunités. J'irai comparaître. J'irai comparaître. Je suis d'autant serein que je dispose des éléments sur tout ce que j'ai allégué. Et je suis sûr que lundi, en fin de journée, je vous tiendrai compte, je vous dirai ce qui se serait passé là-bas. Merci honorable Mike Moukébaye, c'est votre travail. C'est à moi de vous voter pour ça. C'est à moi de vous Merci, on vous a voté pour ça. Merci aussi d'avoir répondu à cette émission, 4 vérités. Merci d'avoir été des nôtres. Il s'appelle honorable Mike Moukébaye, député provincial, l'élu de Lingwala. Il est très proche de Adolphe Mozitou. Voilà. Non. Je suis proche du leadership d'Ilamouka. Merci. Même si il a oublié qu'il existe une discipline aujourd'hui qu'on appelle l'intelligence économique qui pose la problématique de marketing et qui pousse à ce que fasse des négociations. Il s'appelle M. Norbert Yamba, cadre de l'UDPS, un vrai panafricaniste. Il est avec Félix-Antoine Tshisekedi, du parti au pouvoir. Merci d'avoir répondu à votre invitation. Les sujets d'aujourd'hui, c'était la RDC face à l'état des droits. On a parlé de tout sauf rien. On a décrypté l'actualité derrière la caméra. Merveille Agoloa à la réalisation, William Founi à la coordination, Gilles Chitumba à la programmation, Bébé Bercy et Cordon Kali. Restez fidèles à nos programmes. Au revoir. Et pour le capitalisme, parce que je suis opportuniste, il y en a qui contestent, qui revendiquent, qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je n'ai pas peur des profiteurs, ni même des agitateurs. Je fais confiance aux électeurs, et j'en profite pour faire mon beurre. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je tourne ma veste, je tourne ma veste, toujours du bon côté. Je suis de tous les partis, je suis de toutes les parties, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis.